Voilà, je suis le recteur de la basilique métropolitaine Notre-Dame-des-Dons d'Avignon et je suis heureux de saluer le clergé, les communautés religieuses et tout le peuple de Vasto et de sa région. Nous sommes ici dans la basilique métropolitaine Notre-Dame-des-Dons d'Avignon qui est le lieu du siège épiscopal, donc la cathédrale, mais de par son histoire, cette église est bien sûr une cathédrale, mais c'est aussi une église métropolitaine et une basilique affiliée à Sainte-Marie-Majeure à Rome. C'est dire l'importance de cette basilique. Alors si vous le voulez, nous allons nous reporter plusieurs siècles avant le christianisme et sur ce rocher qui affleure au-dessus du fleuve du Rhône, eh bien, l'on a trouvé des fonds de cabanes de la période néolithique. Les Grecs qui ont fondé la ville de Marseille vont s'établir ici au 5e et au 4e siècle avant Jésus-Christ. On a trouvé beaucoup de monnaies antiques de cette période. Et puis c'est l'arrivée des Romains avec l'établissement d'une colonie. Et sur le rocher des Dons, eh bien, les Romains vont construire un castrum et un lieu fortifié ainsi qu'un temple dédié à Hercule. Hercule sera considéré à cette époque antique comme le protecteur de la cité. Au pied de ce rocher, qui descend pente douce vers la ville actuelle, était établi un marché et un tout petit peu à proximité, donc le forum, le lieu principal de la vie publique à l'époque antique. Le christianisme arrive chez nous au fin 4e, début du 5e siècle. Le premier évêque connu s'appelle Nectarius. Il est cité en 435. On va établir sur le rocher des Dons, à l'emplacement du temple d'Hercule, qui sera vraisemblablement réutilisé et transformé en église, ce qui deviendra un ensemble épiscopal, c'est-à-dire l'église de l'évêque, la cathédrale, la maison où vivent ces clercs, qui deviendront au IXe siècle les chanoines, qui composeront le chapitre, et puis une paroisse dédiée à Saint-Étienne, avec le baptistère dédié à Saint-Jean-Baptiste. Donc il y avait un ensemble clos et qui est attesté très haut dans le temps. Les Sarrasins vont détruire cette église au 8e siècle, elle sera reconstruite au 9e, 10e siècle, reprise au 11e siècle, et en 1140, on commence la construction de la cathédrale actuelle. Alors cela correspond à une évolution économique et démographique de la ville d'Avignon. La construction du pont Saint-Bénézé, par le petit berger Saint-Bénézé, va permettre un afflux de richesses et de population ici à Avignon, et on envisage de reconstruire une cathédrale plus belle. C'est l'actuelle. Donc 1140, on pose les fondations et on commence la construction de la cathédrale actuelle. En 1160, on modifie le chœur, on perce la travée et on établit un lanternon qui est un chef-d'œuvre d'architecture, qui est un véritable piège à lumière et qui met en valeur l'autel, le lieu de la célébration. Et en 1180, on établit sur la façade le porche qui est tellement bien imité de l'art romain que l'on croira jusqu'au XIXe siècle que c'est un fragment du temple d'Hercule avignonnais. Alors au XIIe, XIIIe siècle, l'Église connaît une période très intense de vie religieuse avec les évêques, notamment l'évêque Benoît, qui va donner ses statuts au chapitre, et le chapitre lui-même, qui a des possessions sur le Rhône et qui entretient la cathédrale, construit un cloître, fait de cet ensemble un ensemble assez remarquable. Voici qu'au XIVe siècle se produit un événement extraordinaire, c'est que le pape Clément V est élu. Et il va venir dans le comtat venessin, qui est possession de la papauté depuis la fin du XIIIe siècle. Il va s'établir à Carpentras et à Malaucène, et pour les célébrations importantes,
il viendra dans cette ville qui n'appartient pas aux États d'Avignon, aux États du pape, c'est-à-dire Avignon, et il y viendra parce qu'il y a le plus grand couvent connu de la région, c'est-à-dire les Dominicains, et c'est là qu'il fera les célébrations pontificales. Mais il viendra aussi à Notre-Dame-des-Dons. Après lui, après Clément V, eh bien, sera élu l'évêque même d'Avignon, Jacques Deuze, qui deviendra pape sous le nom de Jean XXII. Alors on l'a élu pape parce qu'il est malade, il est fatigué, il est âgé, moyennant quoi c'est le pape qui aura le pontificat le plus réformateur de toute l'histoire pontificale avignonnaise. Donc les papes vont se succéder, Benoît XII qui est vénérable dans son ordre, Clément VI, Innocent VI, Urbain V qui prendra le nom d'Urbano pour manifester son désir de retourner à Rome. C'est lui d'ailleurs qui fera des restaurations importantes à Saint-Jean de Latran. Et puis le pape Grégoire XI, et après lui, étant donné que les cardinaux vont subir des pressions à Rome, Romano lo vogliamo. Si vous ne nous faites pas un pape romain ou moins italien, nous ferons vos têtes aussi rouges que vos chapeaux, hein, nous disent les chroniqueurs de l'époque. Donc il y avait une pression très forte, et ce sera Barthélemy Prignano, l'archevêque de Bari, qui sera élu pape sous le nom d'Urbain VI, mais il sera très peu diplomate, un pontife assez dur pour ses cardinaux, et ça va être l'origine du schisme avec l'élection et à Rome et à Avignon de deux papes. À Avignon, ce seront les papes Clément VII et bien sûr Benoît XIII, pape Alunnia. Alors, la métropole Notre-Dame-des-Dons prendra une importance très grande à cause des papes. On va construire des chapelles, on va enrichir cette église, on va commander des œuvres d'art aux plus grands artistes connus, notamment Simone Martini de Sienne, qui décorera le portail de Notre-Dame-des-Dons. Et tous les pontifes auront à cœur d'offrir une statue en argent, des lustres, des tapisseries, qui feront de cette église une des plus belles qui soit. Après le départ des papes, le pape Sixte IV della Rovere va nommer son neveu, Giuliano della Rovere, archevêque d'Avignon. C'est à partir de Julien de la Rovere que l'évêché d'Avignon est érigé en 1475 en archevêché, avec comme suffragants les évêchés de l'ancien comtat venessin, c'est-à-dire les possessions pontificales. Et si vous voulez, à partir de là, eh bien, la métropole va reprendre, puisqu'elle devient de cathédrale, elle devient métropole, elle va reprendre une importance très grande avec des liturgies développées après le Concile de Trente qui vont amener la destruction de l'abside romane et la reconstruction d'une abside au XVIIe siècle avec des stalles pour que les chanoines aient plus de place pour développer la beauté de la liturgie. On va recouvrir l'autel sur lequel les papes avaient célébré de plaques d'ébène et d'argent. On va mettre deux orgues, un faux et un vrai. Tout l'ensemble sera décoré de bois doré et les plus grands maîtres français vont y travailler, notamment Nicolas Mignard, le peintre des rois Louis XIII et Louis XIV. On va établir en 1680 une tribune à l'italienne, une tribune tout autour de la nef de l'église pour agrandir la capacité d'accueil de cette église. Alors que dire de la beauté de la liturgie, l'importance de la musique, de la maîtrise qui sera fondée par Julien de la Rovere à l'imitation de ce qui se faisait à Saint-Pierre de Rome. Et si vous voulez, à partir de ce moment-là, eh bien, l'influence italienne sera très, très, très importante ici à Avignon. Il y aura beaucoup d'évêques italiens, Manzi, Gonteri, Montecatini, beaucoup d'évêques seront italiens et maintiendront, je dirais, une vie italienne sur le plan de la liturgie, avec un certain faste, mais aussi au palais épiscopal et dans la ville d'Avignon. Il y a un art de vivre à l'italienne qui sera implanté ici à Avignon. Et c'est pourquoi Avignon, bien sûr, a cette réputation de ville élégante, de ville de culture, par ce mouvement lancé par les papes,
continuée par les archevêques, et jusqu'au XIXe siècle, on ressentira cette influence. La Révolution française va arriver, va détruire la plupart des œuvres d'art qui sont dans cette église. C'est une période catastrophique et honteuse, et les révolutionnaires vont s'acharner, à tel point qu'on ne restaurera cette métropole qu'en 1819. On va restaurer les épaves, notamment le tombeau du pape Jean XXII, qui a perdu son gisant et toutes ses sculptures, mais la structure générale du tombeau reste. C'est une structure d'origine anglaise, on en connaît le sculpteur, le lapicide, comme on disait à l'époque, Hugo Anglicus, Hugues Wilfrid d'Angleterre. Au XIXe siècle, les archevêques vont essayer de restaurer cette métropole et vont commander notamment à un facteur de Crémone, Piantanida, les orgues en bois doré qui se trouvent au-dessus du trône épiscopal. Le trône épiscopal est une relique nous venant de la période médiévale, puisque c'est un trône d'origine italienne. Les historiens d'art sont quasi tous d'accord pour dire que c'est une œuvre qui vient vraisemblablement d'Italie, et elle a servi aux évêques d'Avignon, ainsi qu'au pape et aux archevêques d'Avignon. Il reste quelques fragments du tombeau de Benoît XII. Il semblerait que les ossements du pape aient été préservés. Aujourd'hui, eh bien, cette métropole est redevenue un lieu de vie cultuel et culturel très important, notamment dans le cadre du Festival d'Avignon, mais aussi en cette année des 900 ans de la dédicace de cette église. Eh bien, il y a tout un mouvement culturel, un mouvement spirituel, énormément de pèlerinages. Nous avons des milliers de pèlerins, notamment des Italiens, mais aussi des Croates, quelques Russes, beaucoup de gens d'Amérique du Sud qui viennent ici pour faire leur dévotion à Notre-Dame-des-Dons. Alors Notre-Dame-des-Dons est un nom très beau, c'est une racine pré-romaine qui veut dire en celtique le lieu fort, le lieu fortifié, le lieu solide. Donc c'est Notre-Dame la solide, Notre-Dame la bien bâtie. Une autre hypothèse est de dire Notre-Dame des Domo Episcopali, de la maison de l'évêque. Mais les historiens retiennent plutôt la première hypothèse, Notre-Dame la bien bâtie. D'ailleurs, dans les armes du chapitre, il y a une tour solidement bâtie, avec Abundantia in turibus. Bon. Voici le triptyque de la croix avec Saint-Pierre et Saint-Paul. Ce sont des os et de l'ivoire travaillés dans l'atelier des Ambriachi, qui travaillaient dans le nord de l'Italie à la fin du XIVe siècle et au début du XVe siècle. Et vous avez ce motif en ivoire, tout sculpté, qui s'appelle la décoration alla certosina, qui est typique des Ambriachi. Les 3 ampoules en étain remplacent les ampoules en argent qui ont été volées par les révolutionnaires. Elles sont intéressantes parce qu'elles portent les armes de Charles Vincent, Carlo Vincenzo Giovio, qui fut le dernier archevêque d'Avignon, il était italien évidemment, qui fut le dernier archevêque d'Avignon avant la Révolution française. Un prélat extrêmement attaché à son diocèse et qui sera très attentif à tous les besoins spirituels et matériels de ses diocésains. Voici dans cette vitrine une magnifique chasuble brodée. Elle a été brodée à Rome au XVIIe siècle et elle rappelle ces chasubles qui ornaient avant la Révolution française le trésor de Notre-Dame-des-Dons. Beaucoup d'œuvres venaient d'Italie. Toujours, je souligne ces liens entre Avignon et l'Italie. L'Italie a profondément marqué cette ville et spécialement cette église, Notre-Dame-des-Dons. Alors, voici un Christ en ivoire qui a appartenu à Pierre Mignard. Pierre Mignard était peintre du roi Louis XIV. Et on l'appelle Pierre Mignard le Romain parce qu'il a été à Rome et qu'il a peint beaucoup dans l'esprit de l'Antiquité romaine. Et ce Christ lui a appartenu, et c'est un des premiers objets qui était donné à Notre-Dame-des-Dons après la Révolution française
pour reconstituer le trésor. Vous remarquez la pose magnifique du Christ et la finesse de la sculpture dans la défense d'ivoire d'éléphant. Dans cette vitrine, il y a deux pièces sur lesquelles je voudrais attirer l'attention de nos amis de Vastre. C'est ce calice en vermeil qui est de l'orfèvre du roi Louis XV, Guillaume Loire, et celui-ci qui évoque la mémoire d'un grand archevêque d'Avignon, Monseigneur de Gonthéry. Monseigneur de Gonthéry était bien sûr italien et il avait fait venir à Avignon un orfèvre qui s'appelait Martin Bouquetet, qui était originaire de Liège. Et Martin Bouquetet a réalisé une partie de la chapelle épiscopale, c'est-à-dire le calice, les burettes, la clochette, les canons d'autel, en argent ciselé. Il était bijoutier et on le voit sur ce calice qui est travaillé, qui est tout ciselé à la main. Alors, Monseigneur de Gonthéry, et j'attire votre attention là-dessus, a une attitude admirable pendant la grande peste de 1720, cette peste qui venait de Marseille et qui a décimé des milliers de personnes en Provence. Et Monseigneur de Gonthéry avait donné toute son orfèvrerie et il avait voulu vendre sa bibliothèque, qui était très riche, pour subvenir aux besoins des familles qui avaient été touchées par la peste. Le message actuel de Notre-Dame-des-Dons, c'est d'abord la Vierge qui accueille dans la maison de son Fils. Je crois qu'elle est sur le clocher, elle est symbolisée par cette statue de 8 mètres de haut, qui accueille, qui apaise et qui bénit au nom de son Fils. Et puis, je dirais, c'est vraiment la maison-église qui est ouverte, puisqu'avec les milliers de pèlerins, de touristes, de visiteurs, Notre-Dame-des-Dons, on n'est pas du tout, je dirais, en proportion de sa taille. C'est une toute petite église, parce qu'elle est ancienne. Mais je dirais, il y a le monde entier qui arrive ici. Alors je crois que c'est un message d'ouverture, c'est un message de paix, c'est un message de spiritualité. Il faut monter à Notre-Dame-des-Dons, monter sur le rocher, rentrer, passer la porte, rentrer dans l'église. Et il me semble que le message actuel de Notre-Dame-des-Dons, c'est dire l'Église, même si elle traverse des difficultés, mais toute l'humanité traverse des difficultés, eh bien elle est solidement bâtie sur le roc qui est le Christ. Et il me semble que c'est le message que nous donne aujourd'hui Notre-Dame-des-Dons, Notre-Dame de la Maison.
Avignon présente un magnifique paysage urbain. En dominant la ville et le Rhône, le Rocher des Dômes offre un complexe monumental exceptionnel, constitué par le pont Saint-Bénézet, par les remparts, par le Petit Palais, par la cathédrale des Dômes et par les murs très grands placés à côté de 4 tours très grands du Palais des Papes. Cet incomparable complexe architectonique a été considéré par l'UNESCO parmi les monuments qui font partie du patrimoine mondial de l'humanité. Florissant ville romaine, Avignon est devenue capitale de la chrétienté au XIVe siècle, l'autre Rome, grâce à l'arrivée des papes. Avant le retour définitif de la papauté à Rome, ici il y a eu 7 papes et 2 papes schismatiques. Nous sommes ici dans la cour d'honneur, connue par le monde entier grâce au Festival d'Avignon, qui se déroule pendant l'été. Celle-là est la fenêtre de l'indulgence, d'où le pape donnait la triple bénédiction aux fidèles. C'était la salle du trésor bas. Il y avait ce que le Saint-Siège avait de plus précieux. L'importance du trésor variait selon les pontificats. Jean XXII et Benoît XII l'ont développé, mais les travaux de construction du palais neuf de Clément VI et les guerres pour conquérir l'Italie d'Innocent VI ont donné un coup de mazout au trésor. Depuis Urbain V, le déficit était permanent et la trésorerie pouvait faire face aux dépenses grâce aux prêts. La violente querelle qui opposa au début du siècle le roi de France Philippe IV le Bel au pape Boniface VIII entraîna en 1305 l'élection au trône de Saint-Pierre d'un prélat français, Bertrand de Gaulle, archevêque de Bordeaux, qui prit le nom de Clément V. Différentes raisons, dont l'affaire des Templiers, l'amenèrent à s'installer en 1309 en Avignon, ville vassale du Saint-Siège et voisine du comtat venassin, propriété effective de l'Église depuis 1274. Il n'y séjourna que par intermittence et logea dans le couvent des Dominicains. Son successeur, le pape Jean XXII, fit adapter alors le palais épiscopal aux nécessités de la cour pontificale et s'attacha à l'agrandir, à le fortifier et à l'embellir. Ce palais, toutefois, parut insuffisant aux yeux de Benoît XII, qui en fit l'acquisition, le démolit et fit construire sur son emplacement, par son maître d'œuvre Pierre Poisson, une puissante forteresse. Clément VI, jugeant ce premier palais indigne de la majesté pontificale, en fit bâtir par son architecte Jean de Louvre un second juxtaposé, le palais neuf. Innocent VI, préoccupé de pacifier les territoires italiens du Saint-Siège, compléta l'œuvre monumentale de son prédécesseur.
Urbain V s'attacha à étendre les jardins en faisant aménager un verger en contrebas. Il y fit procéder à des travaux d'embellissement en ajoutant une galerie de repos, la Roma aujourd'hui disparue. Grégoire XI, enfin, n'eut d'autre souci que de rétablir le siège de la papauté à Rome, ce qu'il réalisa en 1376. Pendant le grand schisme d'Occident 1378-1417, deux antipapes vécurent dans le palais, Clément VII et Benoît XIII, qui quitta définitivement Avignon en 1403 après un éprouvant siège de 5 ans. Le consistoire. Le consistoire est l'assemblée régulière où le pape reçoit et délibère des affaires majeures de l'Église, qu'elles soient ecclésiastiques, théologiques, judiciaires ou politiques. Les réunions se tiennent soit en présence des seuls cardinaux, c'est le consistoire secret ou ordinaire, soit en présence des cardinaux et des dignitaires ecclésiastiques ou laïques. C'est le consistoire public ou extraordinaire. C'est ici que l'on instruit et proclame les canonisations, comme celle de Sainte Brigitte de Suède. Le consistoire est également le lieu où le pape reçoit souverains, légats et ambassadeurs de toute nation. Le cloître Benoît XII. Le cloître est formé de 4 bâtiments entourant une cour. Les arcades qui retombent sur des piliers massifs dépourvus de sculptures s'ouvrent sur un passage couvert. À l'étage, une galerie éclairée par des fenêtres géminées permet la circulation entre les différents bâtiments, que protègent des créneaux et des machicoulis. Le Grand Tinel, également nommé salle de festin, le Grand Tinel frappe par ses imposantes dimensions, 45 mètres de long, 10 mètres de large. C'est ici que se déroulent les banquets organisés le jour de fête, en particulier lors de la nomination des cardinaux ou du couronnement d'un pape. Le jour maigre ou ordinaire, le pape est servi dans le petit tinel.
La sacristie nord, c'est dans la sacristie que le souverain pontife change de vêtements au cours des cérémonies qui se déroulent dans la grande chapelle. La plupart des moulages de plâtre qui y sont présentés ont été offerts par des villes d'Europe. Ils représentent des personnages politiques ou religieux, ou des hôtes prestigieux reçus au palais par les souverains pontifes. La voûte de la grande chapelle. C'est dans la grande chapelle que sont célébrées à partir de Clément VI les cérémonies pontificales. Aujourd'hui, dans la grande chapelle, il y a des expositions d'artistes du monde entier. La salle de la grande audience constitue le deuxième grand vaisseau de l'aile méridionale. Elle a les mêmes dimensions que la grande chapelle, au-dessus de laquelle elle se trouve, mais elle est très moins élevée. La grande audience accueille le tribunal des causes apostoliques, organe judiciaire permanent et sans appel organisé à un collège d'auditeurs. À partir de 1336, elle est appelée tribunal de la Rote, du latin rota, qui signifie route, à cause de la banquette circulaire où siègent ses membres.
le pont Saint-Bénézet, dit le pont d'Avignon, vu de la terrasse des grands dignitaires du palais des papes.